Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers participants, un échantillon de la jeunesse congolaise présente dans cette salle nous a saisi d'une question qui la préoccupe. Cette question, c'est celle de savoir quel avantage la jeunesse congolaise a-t-elle à tirer du changement de la Constitution? La question est d'autant préoccupante que l'actualité nationale révèle de plus en plus d'enthousiasme sur le débat constitutionnel. Des experts de tous bords s'y consacrent avec brio, au point où la presse écrite et audiovisuelle affiche régulièrement en page magazine la question du débat sur la Constitution. Cependant, bon nombre de jeunes qui caressent le rêve d'un avenir radieux dans une république unie et prospère, où règne un climat de véritable concorde nationale, débarrassé de barrières ethniques et engagé dans un futur émergent, se préoccupent de leur intérêt dans le changement de la Constitution et posent la question de l'avantage qu'ils ont à tirer du changement de la Constitution. La réponse à cette question se résume à l'intitulé du thème de notre exposé: le changement de la Constitution pour une nouvelle République. Vous l'avez compris, le thème est affirmatif, n'en déplaise aux férus de l'analyse dialectique. Deux questions surgissent à la lecture de ce thème. La première, c'est celle de savoir pourquoi changer la Constitution actuelle. Et la deuxième question, c'est celle de savoir pourquoi créer une nouvelle République. C'est à ces deux questions que se résume l'essentiel de notre exposé. La première partie donc, de notre exposé s'intitule « Du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 ». La Constitution, on le sait, elle est la loi des lois, la règle des règles, celle qui fonde l'existence de l'organisation des institutions de l'État. Vue comme telle, on dira qu'elle est faite pour durer indéfiniment. Son changement exige donc un motif fort. Cependant, quoique rigide, la Constitution est aussi une œuvre humaine et qu'elle porte par conséquent le germe de l'imperfection qui la conditionne au changement et mieux à l'amélioration. À ce sujet, Jean-Jacques Rousseau écrivait dans Le Contrat social: « Un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. » Aussi, la Constitution du 20 janvier 2002 n'est-elle pas à l'abri de cette règle? D'ailleurs, l'histoire constitutionnelle congolaise révèle que les constitutions ont souvent été changées. Vous comprendrez que la préoccupation de la jeunesse, telle que formulée, ne porte pas sur la révision ou la modification d'une partie de la Constitution, mais sur le changement de la Constitution. En effet, la question du changement de la Constitution au Congo revêt un parcours historique particulier. Depuis la proclamation de la République en 1958 jusqu'à ce jour, le Congo a connu 8 constitutions et 6 actes fondamentaux. Il y a eu la Constitution du 2 mars 1961 qui consacrait la Première République et remplaçait les anciennes lois constitutionnelles ayant régi les institutions depuis 1958. Cette Constitution a été remplacée par celle dite provisoire du 11 septembre 1963, issue de l'insurrection populaire des journées des 13, 14 et 15 août 1963. Elle a été remplacée par la Constitution du 8 décembre 1963, votée par le peuple. Cette Constitution a été abrogée par l'acte fondamental du 14 août 1968
qui a été remplacée par la Constitution du 30 décembre 1969. S'en est suivi la Constitution du 24 juin 1973, consacrant la 4e République, abrogée par l'acte fondamental du 5 avril 1977, puis par l'acte fondamental du 7 février 1979, et enfin par l'acte fondamental du 30 mars 1979, avant la Constitution du 8 juillet 1979. S'en est suivi la Constitution du 15 mars 1992, intervenue à la faveur de la Conférence nationale souveraine. Elle a été abrogée par l'acte fondamental du 24 octobre 1997, lui-même abrogé par la Constitution du 20 janvier 2002, encore en vigueur. Un constat s'impose au regard de toutes ces lois fondamentales. C'est que la Constitution ne peut rester indifférente à l'évolution des exigences de la société qu'elle régit. Aujourd'hui, la société congolaise, ou mieux la jeunesse, aspire au plein emploi et à l'émergence dans une République unie, débarrassée de la haine et de la peur qui ressurgit à la fin de chaque mandat présidentiel. Bref, la jeunesse aspire à un nouveau référentiel de valeurs, centré sur la cohésion, le partage et la justice. La loi fondamentale devrait donc en tenir compte et rendre caduque la Constitution du 20 janvier 2002, dont les aspirations semblent dépassées. En effet, parlons de la Constitution du 20 janvier 2002. Cette Constitution est née d'un contexte particulier, la guerre du 5 juin 1997. Le constituant de l'époque devait gérer deux impératifs: le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Il a mis alors en place un régime de type présidentiel, dont l'essentiel des charges de l'exécutif se trouve concentré entre les mains du président de la République, révélant ainsi une absence préjudiciable d'un exécutif bicéphale, ainsi qu'une faiblesse remarquable du rôle des parlementaires. Bref, une organisation institutionnelle qui ne répond pas à la rigueur de gouvernance d'un pays qui aspire à l'émergence, ni même au principe traditionnel du partage des pouvoirs. Nous avons dit partage des pouvoirs, différent de séparation des pouvoirs. En réalité, la Constitution du 20 janvier, dite Constitution post-conflit, expose les candidats en attente de l'alternance au pouvoir à une sorte de pénitence et suscite de ce fait rancœur, impatience et frustration, et même un désir de vengeance. Elle n'est donc pas adaptée à favoriser la concorde nationale et la cohésion sociale à laquelle aspire la jeunesse et dont on comprend dès lors l'inquiétude. Il s'agit d'une jeunesse nombreuse, flamboyante et scolarisée, qui n'attend que d'être utilisée suivant le mérite et la compétence. Le professeur Marcel Oualine, juriste français, écrivait à cet effet: « D'une manière générale, il n'est jamais bon qu'il y ait un trop grand décalage entre la réalité sociale et le droit. » Or là, on se rend bien compte que le fossé est énorme. Mais il ne suffit pas de dissoudre la Constitution du 20 janvier 2002 pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Il faut surtout créer une nouvelle République. C'est l'objet de la deuxième partie de notre exposé, de la nouvelle République. La nouvelle République consacre une nouvelle forme d'organisation des institutions de l'État. Une nouvelle ère constitutionnelle faite de rupture avec l'ordre institutionnel antérieur. Dans ce sens, la nouvelle République intègre un nouveau référentiel de valeurs.
Il n'est pas surprenant que certains États arabes prennent pour valeur de référence constitutionnelle la religion islamique ou le Coran. C'est le cas de la récente constitution tunisienne, adoptée, vous le savez, par consensus. Aux États-Unis, c'est la Bible sur laquelle les chefs d'État prêtent serment qui constitue le soubassement des valeurs constitutionnelles américaines. Pour ce qui est du Congo, l'on peut se demander quel est le référentiel des valeurs de la Constitution congolaise. Oui, nous allons dire, nous le savons, la devise de la République est « Unité, travail, progrès ». Elle résume donc les valeurs de la Constitution congolaise. Mais cette devise est-elle en adéquation avec notre vécu quotidien? L'unité, pour ne prendre que cette valeur, l'unité n'est-elle pas mise à mal par l'ethnocentrisme? Le travail, deuxième valeur, n'est-il pas la réclamation principale de la jeunesse aujourd'hui en proie au chômage? Le progrès, qui en est la troisième valeur, n'est-il pas retardé par la malgouvernance? Et enfin, n'est-ce pas là une des raisons de l'instabilité de nos constitutions qui ne dure que le temps des mandats? À cet effet, un homme politique congolais a dit « Il est plus qu'impérieux d'aller à la mise en place d'une nouvelle république dont la loi fondamentale devra tirer sa source de droit des us et coutumes et traditions de notre beau pays. » Fin de citation. Cet appel aux valeurs de référence pour la nouvelle république suggère une observation de fond. La précipitation vers une civilisation d'emprunt, au point d'avoir renoncé sans ménagement à nos valeurs, en empruntant sans gêne, sans tri, les idées dites civilisées, et oubliant que le mot civilisation ne traduit que l'ensemble des aspects culturels et sociaux d'une société ou d'un groupe de sociétés, nous recommande une halte. Ce n'est pas ici l'occasion de conserver sans les examiner nos traditions et coutumes, ni de rejeter en bloc la culture occidentale, mais d'opérer un métissage savant des cultures bantoues et occidentales, sinon universelles. C'est pourquoi la nouvelle République sera cette République qui va intégrer plusieurs préoccupations justifiées par la nécessité d'éviter toutes les dérives déplorées actuellement. La nouvelle République va traduire dans les faits les valeurs bantoues ainsi que les valeurs bibliques ou religieuses. Ces valeurs sont notamment le partage, le dialogue, la justice. Dans cette République assise sur ces valeurs, celui qui gagne ne gagne pas tout. Celui qui perd ne perd pas tout. Le gagnant sait ménager le perdant pour prévenir les rancœurs et les frustrations. De même, dans cette République, les différends se règlent par le dialogue, à l'image de l'organisation traditionnelle qui instituait le Mbongi. Le dialogue privilégie l'écoute et les propositions de sagesse qui favorisent la conciliation. Enfin, dans cette République, l'équité est une préoccupation. Les décisions doivent être soutenues par des arguments de justice, au détriment de l'égocentrisme, de l'ethnocentrisme ou du tribalisme. Une telle République exige de la compréhension et de la tolérance pour favoriser la concertation. C'est du reste des mécanismes observés parfois dans le cadre des dialogues politiques préélectoraux qu'il conviendra certainement d'améliorer. Aujourd'hui, le Congo pousse à espérer à un avenir meilleur. En effet,
La confiance avec les institutions financières internationales a été rétablie. La sécurité des personnes et des biens est garantie. Les routes se construisent et s'interconnectent aux autres pays de la sous-région. Des zones économiques industrielles sont en cours de création et d'implantation. Des mécanismes d'aide à l'entrepreneuriat sont en cours d'expérimentation. Des industries commencent à naître. Mais tous ces travaux n'ont pas encore suffisamment impliqué la jeunesse, qui par conséquent n'y voit que de l'indifférence. Il faut alors créer un environnement institutionnel viable et stable, moderniser la vie politique. Bref, il faut créer une nouvelle république dont la loi fondamentale va défier le temps. Une république qui répondra aux aspirations de la jeunesse et dans laquelle la jeunesse trouvera l'intérêt du changement de la Constitution. Dès lors, la question est de savoir comment y parvenir, autrement, par quel mécanisme créer cette nouvelle République. Ce sera là l'objet du deuxième exposé relatif au pacte républicain. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués conférenciers, le roi Salomon a dit dans les Saintes Écritures, livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 9, je le cite, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » Fin de citation. L'idée même de se préoccuper d'un pacte républicain n'est pas une idée nouvelle. Elle a été au centre des préoccupations d'autres sociétés à travers le monde et à travers les âges, en quête d'un meilleur vivre ensemble et d'assurer à leur communauté des lendemains meilleurs. Vous comprenez donc que si d'autres ont mis au centre de leurs intérêts la nécessité de promouvoir l'idée même d'un pacte républicain, c'est parce qu'elle représente une quête permanente pour les sociétés éprise de paix et de prospérité pour tous. Et cette idée, même de pacte, sous-entend la rencontre avec l'autre. Je répète, et cette idée, même de pacte, sous-entend la rencontre avec l'autre, celui dont les avis ne sont pas forcément en accord avec les vôtres. Sondons donc un peu l'histoire pour voir comment les autres peuples à travers le monde ont abordé cette question centrale du pacte républicain. Dans la Grèce antique, l'idée d'un pacte républicain s'était déjà posée. Ce sont les réformes de Clisthène, 508 ans avant Jésus-Christ. Clisthène fut un important homme politique, législateur de l'Antiquité. Il était l'initiateur du système démocratique à Athènes et institua un système politique fondé sur le principe de l'égalité des droits et l'égalité de parole de l'ensemble des citoyens, ainsi que sur une participation fort relative, bien sûr, du peuple dans la gestion des affaires publiques. Ce nouveau système permettra ainsi le mélange des citoyens, indépendamment de leur naissance et de leur fortune. Par exemple, les magistrats ne pouvaient plus, pour leur élection, s'appuyer uniquement sur leurs proches et leurs amis.
il devait désormais persuader d'autres citoyens n'appartenant pas à la classe des privilégiés, habitant ce qu'on appelait dans le temps des tritises, qui désignaient à l'époque des hameaux proches de la grande cité, et tenir compte désormais des intérêts de l'ensemble de la population. Par ces réformes, la Grèce antique arrivera ainsi à enrayer le clanisme et le communautarisme. C'est cette transformation sociale qui a emmené Thucydide. C'est un historien grec né en 460 avant Jésus-Christ, a affirmé ceci, je cite, « Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. » Plus proche de nos réalités, la notion du pacte républicain, dans sa forme usitée en Afrique traditionnelle, a toujours consisté à l'intérêt de la communauté dans son ensemble, à travers un incessant besoin de rapprochement des pensées ou des idées, même quelquefois les plus divergentes, dans le souci de réguler la société. C'est l'essence même de la palabre africaine. Pour revenir à une illustration plus proche de nos réalités, des réalités modernes, prenons l'exemple de la France. Pour ne parler que de ce cas, la France que nous connaissons assez bien, le pacte républicain a été scellé quelques mois après la Révolution française de 1789 par Maximilien de Robespierre. C'était un éminent révolutionnaire français du XVIIIe siècle. Et le 5 décembre 1790, à travers la devise « Liberté, égalité et fraternité ». Ces trois mots, liberté, égalité et fraternité, renferment tous les droits de l'homme, toutes les réformes sociales, tous les préceptes de la morale. Le pacte républicain a permis donc l'instauration de la République et l'introduction des réformes, créant notamment les fondements d'une nation et d'une citoyenneté politique. Cette grande idée de la Révolution française, profondément ancrée depuis dans les usages, a néanmoins fait l'objet constamment de revisitations. L'évocation la plus récente pourrait être celle de 2012, pas si loin de nous. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, en France bien sûr, du 22 avril 2012. En effet, cette idée du pacte républicain, pourtant acquise en France, a néanmoins ressurgi. On a parlé d'un pacte républicain en France en 2012. À cet effet, l'Université populaire de Septimanie, le club Léo Lagrange de Narbonne, a organisé une grande conférence sur le concept. Comme nous sommes en train d'organiser ce jour une grande conférence aussi sur ce concept, sur ces concepts. À cette occasion, il a été souligné dans le rapport général, je cite, « Dans 40 jours, nous aurons un nouveau président ou pas. 10 candidats se présentent à nos suffrages. Tous se réclament héritiers de la Révolution française et du pacte républicain. Mais ce pacte républicain, il s'est écrit avec le sang des luttes, les luttes de ceux qui n'acceptaient pas le monde tel qu'il est. Alors, quid du pacte républicain aujourd'hui? Qu'en est-il du pacte républicain français aujourd'hui? Lorsque l'on passe en revue les droits fondamentaux reconnus par les lois de la République, il n'en reste pas grand-chose dans l'action de ceux à qui l'on a confié la mission de les faire vivre. Fin de citation. Actuellement dans notre pays, la République du Congo, l'idée d'un nouveau pacte républicain s'impose. Elle s'impose parce que nous sommes à la croisée des chemins. Oui, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je dirais chers compatriotes, le Congo aujourd'hui est à la croisée des chemins. En effet,
La quête du développement et de l'essor des populations par la modernisation et l'industrialisation nécessite que les valeurs de notre République soient redéfinies au fin de mieux adapter cette grande et noble ambition aux enjeux actuels et futurs. Nous connaissons tous les valeurs de notre devise, à savoir unité, travail, progrès. Je vais dire un petit mot là-dessus aussi. Mon frère Franck en a parlé abondamment. Mais nous connaissons ces valeurs. Nous y adhérons tous. Mais nous avons aussi le sentiment diffus que de nos jours, ce pacte est mis à mal, abîmé, écorné, et que nous ne savons plus comment le faire vivre. Toutefois, gardons-nous tout de même d'un pessimisme exagéré, parce que l'unité de la nation congolaise existe. Mais elle mérite et elle nécessite d'être solidifiée, parce que nous observons de façon inquiétante une résurgence des sentiments ethnocentriques et identitaires. Aussi, il nous faut rester vigilants. Mais aujourd'hui, dans les faits comme dans les esprits, c'est le travail qui est le plus menacé. Le travail entendu comme ensemble des activités sociales de production et moyen de s'assumer dans la société. Le travail de nos jours se fait rare. Il n'est plus garanti comme dans les années 1980 ou 1970. Le chômage et la pauvreté augmentent. Et nombreux ont le sentiment que la réussite dépend plus des réseaux personnels que de la méritocratie. Quant au progrès, entendu comme un changement graduel qui constitue une évolution bénéfique, il n'est possible, je répète, quant au progrès, entendu comme un changement graduel qui constitue une évolution bénéfique, il n'est possible que si l'unité et le travail sont assurés. Mais comment va-t-on procéder à la conclusion de ce nouveau pacte républicain? Le nouveau pacte républicain sera négocié et concerté par l'ensemble des Congolais. Il s'agira ici d'amener l'ensemble des acteurs à s'approprier le besoin de renouveler et densifier le pacte tel qu'il existe à ce jour. Il faudra donc être assez imaginatif pour créer un cadre adéquat qui permettra la conclusion de ce nouveau pacte. La méthode consistera, à notre humble avis, de susciter une volonté unanime des gouvernés et des gouvernants quant à la mise en place d'un mécanisme concerté pour mieux organiser le vivre ensemble tant souhaité par les Congolais, par tous les Congolais. Voyez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, pour ma part, je suis convaincu que le génie de notre peuple séculaire, qui s'est abondamment abreuvé à la source du Mbongi, du Mwanza ou du Kanza, n'aspire qu'à construire et demeurer dans une nation unie, fraternelle et solidaire. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, par ailleurs, la promotion de l'égalité des chances et des droits est un devoir que la République a de plus en plus de la peine à assurer. Et cela est de notoriété publique. C'est pourquoi toutes les forces vives du pays doivent converger pour remettre en route ce qui fait l'essence même de la République. La possibilité pour tous, quelle que soit son origine sociale, d'avoir les moyens de réussir, tout en protégeant les plus modestes et les plus fragiles d'entre nous. Il est impérieux d'agir maintenant pour permettre au plus grand nombre de Congolais d'accéder à l'autonomie. Autrement, un des fondements de la République, à savoir l'égalité, serait en danger. C'est donc au rétablissement plein et entier de cette valeur que nous devons nous attacher. Il importe donc de renouer avec l'idéal républicain par une politique volontariste de lutte contre les inégalités,
afin d'être à la hauteur de cette grande cause nationale. Une démarche constructive et progressiste s'impose. Depuis quelques années déjà, les gouvernants font face à une profonde défiance des gouvernés. Cela est une réalité, et même partout ailleurs dans le monde. Comme illustration, il suffit de se référer aux dernières élections législatives qui ont connu un fort taux d'abstention, fait qui corrobore la désaffection des Congolaises et Congolais à la chose publique. Le sentiment d'injustice que plusieurs brandissent, non sans raison, cultive les divisions et les antagonismes et renforce la fracture invisible mais réelle entre les Congolais. De notre point de vue, fut-il celui des jeunes, dont l'expérience n'est peut-être pas consolidée, la confiance reviendrait de ce que les citoyens auraient la garantie que notre pacte républicain soit réaffirmé par une justice sociale équitable et impartiale. Notre modeste contribution dans cette quête légitime d'une nouvelle République plus sociale, fraternelle, unie et démocratique prend en considération nos us et coutumes et vise à instaurer et promouvoir une démocratie de proximité par l'intéressement des citoyens à la gestion de la chose publique à travers l'expression de leur suffrage sur le plan de l'organisation du gouvernement. Parce que notre frère Paca a dit tout à l'heure que nous avons des propositions précises, peut-être pas avant-gardistes, mais au moins nous en avons, nous. Donc sur le plan de l'organisation du gouvernement, il est loisible d'observer que même le chef de l'État de la République actuelle, on en a compté 8, le chef d'État de la République actuelle, qui est né avec la Constitution du 20 janvier 2002, est à la recherche d'un exécutif qui fonctionne. À l'observation, nous sommes bien passés par un cheminement fait d'un gouvernement de ministres d'État à celui chapeauté par un Premier ministre, dépourvu de la prérogative de chef de gouvernement, chargé simplement de la coordination de l'action gouvernementale, suivi d'un exécutif subdivisé en pôles, avant de revenir à la première formule, c'est-à-dire des ministres d'État. Ce cheminement nous fait aisément penser que le président de la République est à la recherche d'un modèle qui pourrait assurer plus d'efficacité et plus d'efficience dans le déploiement de l'action publique. Au point où l'opinion a quelquefois du mal à saisir la cohérence de l'action gouvernementale. Non seulement parce que notre exécutif se distingue parfois par une communication insuffisante, disons-le, mais aussi par l'impression d'un manque de suivi au quotidien de l'action du gouvernement. Le pays se transforme pourtant en profondeur et de façon palpable. Je viens d'ailleurs de visiter Djambala. Quelles belles infrastructures urbaines! Mais certains de nos concitoyens insuffisamment informés doutent encore d'une telle réalité pourtant évidente. D'autres illustrations pourraient à loisir être citées dans d'autres domaines. Par ailleurs, l'observateur averti a facilement constaté que, depuis son retour aux affaires, le président de la République s'est attelé, et cela avec brio, sur le plan diplomatique, à reconquérir l'image de notre pays. L'aura diplomatique dont se part notre pays, l'aura diplomatique dont se part notre pays, l'a rendu désormais très fréquentable. Le Congo, notre pays, le Congo, est quasiment devenu l'arbre à palabres tant au niveau sous-régional qu'au-delà. Cette entreprise vitale constitue à l'évidence une partie essentielle de l'activité présidentielle. D'ailleurs, les conseils de ministres sont devenus intermittents. Par conséquent, l'institutionnalisation d'autres maillons intermédiaires entre le chef de l'État qui incarne la nation dans son essence, et le gouvernement s'avère indispensable.
Aussi, proposons-nous l'institution du poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre sera chargé de l'exécution de la feuille de route de l'exécutif et sera responsable devant le Parlement de l'action gouvernementale. Par ailleurs, la perspective de l'enracinement de la démocratie d'une part, et particulièrement la démocratie dite de proximité d'autre part, est un impératif pour notre pays. En effet, des sociétés comme les nôtres, qui se cherchent et qui se trouvent à la croisée des chemins, ne trouveront leur salut que dans le rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés. L'approfondissement du processus de décentralisation qui se développe actuellement, avouons-le de façon poussive, est la seule voie royale pour permettre aux citoyens non seulement de choisir ses gouvernants directs, mais aussi de participer de plus près à la gestion de sa cité à travers les collectivités locales. Aussi, suggérons-nous encore l'institutionnalisation d'un poste de vice-président de la République qui sera chargé essentiellement du suivi des politiques de décentralisation. Vous comprendriez donc que nous sommes pour un exécutif tricéphale. Pour le renforcement de cette démocratie participative, nous proposons que les maires de nos communes, de nos arrondissements et de nos communautés urbaines soient élus au suffrage universel direct. Mesdames et messieurs, la quête de l'émergence impose l'efficience dans la dépense. Aussi, nous proposons la suppression du Sénat. Le Sénégal, par exemple, a purement et simplement supprimé le Sénat dans la nomenclature de ses institutions. La disparition de la Chambre haute permettra de libérer des ressources conséquentes et les consacrer aux politiques de décentralisation. D'ailleurs, disons-le clairement, notre Chambre haute fonctionne actuellement comme le doublon de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, elle doit voter les lois à l'identique de la Chambre basse. Notre contribution citoyenne est donc pour un Parlement monocaméral, élu au suffrage universel direct. Ce Parlement devra retrouver la plénitude de ses prérogatives, notamment en matière de contrôle et de censure de l'action du gouvernement. Il est entendu que le renforcement de l'état de droit, à travers un pouvoir judiciaire véritablement indépendant, demeure une quête essentielle. De même, une presse plus indépendante, plus dynamique et plus foisonnante permettrait d'atteindre une meilleure vivacité et un meilleur rendu de l'activité de la cité. Enfin, étant donné qu'est considérée comme jeune, toute personne n'ayant pas atteint 35 ans, nous proposons que la limite inférieure pour briguer le mandat présidentiel soit rabaissée à 35 ans. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, la nouvelle République se doit de trancher la question du président de la République sortant. Je répète, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, la nouvelle République se doit de trancher la question du président de la République sortant. Quel sera son statut? Nous nous sommes avancés. Cette question est la source dans nos sociétés qui aspirent à la consolidation du processus démocratique de beaucoup d'appréhension de la part de nos chefs d'État qui arrivent en fin de mandat. Notre proposition citoyenne est de faire du président de la République sortant parlementaire à vie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le pacte républicain congolais devrait donc se reposer non seulement sur des valeurs universelles,
que nous avons citées plus haut, mais également sur celles qui sont propres à notre culture. Par cette rencontre-débat, nous avons osé, mesdames et messieurs, chers frères, chers amis, par cette rencontre-débat, nous avons osé imaginer le Congo de nos espérances. L'espérance, c'est ce qui nous fait vivre, nous les jeunes. Notre espoir est que la devise de notre nation, à savoir l'unité, le travail et le progrès, s'affirme pleinement dans le Congo de demain qui se construit aujourd'hui. Je vous remercie. Ma question s'adresse directement à M. Franck Siolo. Moi, je suis un peu gêné. Je pense que nous sommes jeunes et nous devons prendre compte de la mesure des décisions que nous prendrons dans les mois ou dans les années qui viennent relatives à la question du changement ou non de la constitution de notre pays. Je suis gêné d'observer, de constater que dans votre argumentaire, vous traînez beaucoup plus sur l'idée du renforcement de la cohésion nationale. Vous parlez de la question de l'emploi. Mais je veux vous dire que c'est l'égalité des chances. C'est la répartition équitable des fruits de la croissance qui crée la cohésion nationale. Ce n'est pas une question de constitution. À monsieur Léon Juste Ibombo, je voudrais dire, vous avez proposé l'idée de faire que nous ayons, enfin que pour les présidents sortants, qu'ils soient considérés comme des parlementaires à vie. Je trouve ça irresponsable, en parlant après de justice. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il faut qu'il arrive un temps où les hommes doivent répondre de leurs actes lorsqu'ils sont en fonction. Monsieur Ibombo, vous avez parlé de du changement de la Constitution parce que le président est à la recherche de l'excellence de l'exécutif. Et vous dites encore que vous étiez à Djambala, quelle belle infrastructure. Mais si l'exécutif n'est pas en marche, il ne peut pas avoir de belles infrastructures. Donc, nous n'avons pas besoin de changer la Constitution. Et donc, monsieur Ibombo, je pense qu'il est grand temps de venir dire des mots appropriés à la jeunesse. Vous venez mentir les gens tous les jours. Et une fois. Et donc, monsieur Ibombo, la Constitution actuelle autorise les modifications, sauf l'article 185. Et donc, si vous pensez que pour que l'État puisse évoluer, je pense que nous n'allons plus changer la Constitution. Nous allons passer tout simplement à la révision de la Constitution pour que nous puissions avoir un Premier ministre, comme vous le souhaitez, et des organismes que vous voulez bien, on peut encore ajouter, tout en appliquant l'article 185 de la Constitution. Monsieur Siolo, je vous ai attentivement suivi. Vous avez dit que la préoccupation de la jeunesse est le changement de la Constitution. Je suis très déçu parce que vous ne nous avez pas dit sur quelle base, sur quelle statistique vous êtes situé. Si vous avez fait un sondage d'opinion ou pas, ça nous ne le savons pas. Et si c'est le cas, il faudrait que vous nous présentiez des documents collaborés par l'Union européenne ou une institution internationale. Vous avez dit que la Nouvelle République va traduire les valeurs bantoues, c'est-à-dire le partage, le social, etc. Sur quelle base le dites-vous? L'équité est une préoccupation. Vous avez dit que l'équité est une préoccupation. Pourquoi vous parlez de cela aujourd'hui pour une nouvelle république? Où étiez-vous entre 2002 et à nos jours? Le conférencier Franck Siolo a parlé de cette loi fondamentale qui est la Constitution.
Malheureusement, cette loi, ce document n'est pas connu du peuple, du grand public. Au fait, c'est ça qui nous divise. C'est ça qui nous divise. Le prophète osait, quand il est dit, mon peuple succombe faute de connaissances. Je fais la proposition suivante. Je crois que désormais, les gouvernants, les parlementaires, la société civile, les hommes d'église, les médias, il faut vulgariser ce document pour éviter... Au fait, on est divisé à cause de ça parce qu'aujourd'hui, même cette constitution-là, ce document-là, je voudrais dire, pour l'avoir, il est rare. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, organiser ça, continuer. Sinon, on ne serait pas divisé. En ce qui concerne le changement ou non de la Constitution, bon, mais je fais mien l'exposé de M. Franck Ciolo. C'est ça aussi qui nous parle de 8 constitutions et de 6 actes fondamentaux. Pour terminer, je voudrais dire la chose suivante. Si ma mémoire ne me trahit pas, je dis bien, si ma mémoire ne me trahit pas, même la Bible, qui est un document sacré, a suivi plusieurs fois des modifications. Je vous remercie. 2 questions. Avant de commencer, j'aimerais d'abord interpeller M. Franck, qui est le représentant de le cercle de réflexion et d'action pour le développement de la jeunesse. C'est une bonne réflexion et c'est vraiment une initiative à louer. Mais seulement, je suis très frustré de constater que on ne vous voit jamais à l'université, alors que l'université constitue la clé de voûte de la réflexion. C'est là qu'on peut bel et bien animer les débats. Même chose pour nos AE politiques qui fuient toujours l'université, où on devait toutefois organiser le débat. Alors ma question est de savoir, pensez-vous que cette volonté de changer la Constitution émane vraiment de la jeunesse ou d'une partie qui a fait de son poste un patrimoine familial, je dirais royal? Alors, ma deuxième question ou préoccupation est celle-ci. Pensez-vous que la construction du Congo repose sur la volonté ou la capacité d'une seule personne ou d'un seul citoyen? Merci, J'ai 4 préoccupations. La première préoccupation à monsieur le premier conférencier. La première préoccupation est celle-ci. Quelle différence existe entre le changement, l'amendement ou la révision de la Constitution? La deuxième préoccupation, pourquoi avoir attendu la fin du mandat pour réviser, amender ou changer la Constitution? La troisième préoccupation, est-ce qu'on peut changer les règles du jeu au cours du match? La quatrième est celle-ci. Est-ce que la nouvelle Constitution va limiter le nombre d'années que veut faire un ministre, un DG ou président d'une institution? J'en ai terminé. Félicitations aussi pour vos communications qui nous ont permis de réviser un certain nombre de concepts, c'est très bien. Mais il faut se dire que si l'objectif qui est affiché
peut être partagée. Encore faut-il avoir l'argumentation qui convainc. Ce que nous dénonçons, le pouvoir clanique, le fait qu'aujourd'hui, le pays est riche, et même très riche, les perspectives sont très intéressantes, mais qu'il y ait des pans entiers des Congolais qui sont dans la pauvreté. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti qui dit que la pauvreté a augmenté en milieu rural. Voyez-vous? Et donc, tous ces dysfonctionnements, ces contradictions entre un pays riche et des Congolais qui sont pauvres, il doit y avoir quelque part une explication. Est-ce que ce n'est pas justement dans la nature de cette constitution qui a été forgée pour défendre certains intérêts et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais se sentent à l'écart? Est-ce que c'est pas... Merci bien, je vais finir. Est-ce que ce n'est pas justement en mettant un tel contenu pour faire prendre conscience à nos compatriotes que tout peuple doit saisir l'occasion historique de pouvoir prendre en main son destin? Nous avons que les gens d'hommes politiques. Franchement. Une constitution. Je voudrais que quelqu'un se lève ici, me dire que dans tel pays, il y a une constitution qui est rédigée de bout en bout, sans anomalie. Aucune. Toutes les constitutions. Il n'y a que le comportement des hommes. Moi, je pense, pour ma part, en tant qu'observateur de la vie politique, comme vous d'ailleurs, aujourd'hui, notre classe politique se froisse déjà en la matière. Il est de votre responsabilité, en tant que jeunesse, je crois, d'emmener cette classe politique à un conclave, à une rencontre, pour ne pas vivre ce que nous avons vécu hier. Que de faire le jeu de cette classe politique, parce que de part et d'autre, en tout cas c'est le bras de fer. C'est un vrai souci que je vous pose. Merci. Messieurs les conférenciers, je vous en prie, je n'ai pas vu dans vos deux exposés la place que cette jeunesse devait occuper dans votre nouvelle République. Je suis là-dessus et je reste à ma soif. Nous allons changer la République. Certes, c'est la Constitution que nous allons changer. Je me demande, en changeant la République, allons-nous changer les hommes? Point d'interrogation. Je voudrais juste dire que lorsque nous parlons des questions des réformes institutionnelles, si nous focalisons le débat sur les hommes, nous avons tapé à côté. Parce qu'ici, je pense qu'il y a des grandes personnes. Moi, personnellement, je suis jeune. Je fête mes 28 ans aujourd'hui et j'observe assez bien nos aînés tels qu'ils font. Et je pense que pas un seul ici dans cette salle n'a de choses à reprocher suivant le mode de gouvernance aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Mais si nous ne prenons pas le courage d'aller vers des réformes profondes pour le bien de la nation et que nous confondons réforme institutionnelle et alternance politique, là aussi je dis que nous avons tapé à côté. Il y a d'un côté les questions certainement liées à l'alternance politique que d'aucuns espèrent avoir, ce qui n'est pas mauvais parce que c'est une ambition qui est légitime tout d'ailleurs, mais nous avons de l'autre côté des questions de réforme institutionnelle parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faudra regarder de façon objective pour le bien de la nation. J'ai deux petites questions. Il faut dire que le sujet est passionnant et très intéressant. Nouveau pacte républicain pour une nouvelle république. Je dis oui. Nouveau pacte républicain basé sur des valeurs, et c'est ce dont nous avons besoin, en tout cas la jeunesse congolaise, parce que je pense qu'en matière de gouvernance, tout tourne en fait autour des valeurs. Et donc, je vais aller droit à mes questions, mais comment faire pour permettre à nos gouvernants de s'approprier les valeurs essentielles en termes de partage, en termes de solidarité, en termes d'unité, en termes de contrer le clanisme, en termes de contrer
les problèmes ethniques. Je voudrais donc que le juriste réponde à cette question. Est-ce que le référentiel des valeurs propices à l'épanouissement de la République doit être inscrit dans la Constitution ou plutôt faire l'objet d'une loi? Parce qu'encore une fois, je pense que tout est question de valeurs. La gouvernance et les valeurs riment ensemble. Merci bien. La classe politique parle simplement du changement de la Constitution. Et nous, au travers de cette rencontre, nous parlons d'une nouvelle République. Question, quelle est l'originalité de notre idée? Qu'est-ce qui nous démarque de la classe politique? Il y a de ces jeunes qui interviennent, qui ne comprennent même pas ce qu'on entend par une constitution. Il faut expliquer aux Congolais ce qu'on entend par une constitution. Tout le monde n'a pas été à l'université. Au moins, si les Congolais s'appréhendent, comprennent ce qu'on entend par une constitution, ils pourront se prononcer à savoir si on doit ou pas changer la constitution. On doit se demander, est-ce que c'est la constitution qui pose problème ou c'est les dirigeants qui posent problème? Là, je rejoins l'idée de certains intervenants qui disaient nous devons aller au référendum. Expliquer aux Congolais ce qu'on entend par une constitution. Ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième, vous avez soulevé un problème. Vous avez dit nous devons restituer le poste de Premier ministre. Là, vous posez encore un autre problème. Au Congo, nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Ce Premier ministre-là, sera-t-il nommé dans le cas où le président en exercice revient au pouvoir? Sera-t-il nommé ou ce Premier ministre sera-t-il élu? Parce que s'il est nommé, je pense que c'est le même marteau qui frappe. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes décisionnaires, donc c'est la même chose. Personne ne détient la science infuse. Quand nous engageons ces échanges, cette conférence débat, nous savons aussi que nous ne détenons pas la totalité du savoir, qu'à l'issue de ces échanges vont naître certainement des lumières et qu'à travers ces lumières, il y aura des orientations qui vont servir aux uns et aux autres. Cette conférence débat ne préfigure en rien la suite des choses dans ce que sera ou ce que ne sera pas la Constitution du 20 janvier 2002. Nous allons le dire, nous ne sommes que des associations, nous ne sommes que des ONG. Par conséquent, l'initiative du changement, de la révision, de la modification ou pas de la Constitution ne dépend pas de nous strictement, ne dépend pas de nous directement. Nous avons mis sur la table un sujet pour que nous y échangeons. Et à travers ces échanges, certainement chacun de nous sortira avec une idée, chacun de nous sortira avec une opinion. Et nous avons vu effectivement qu'il se dégage des opinions. Dans le cadre de notre cercle de réflexion, ceci n'est pas nouveau. Nous sommes habitués à des échanges quelque peu aussi engagés. La réalité, c'est laquelle? Nous avons introduit notre propos par un fait. Un échantillon de la jeunesse congolaise. J'ai même dit en introduisant que cet échantillon se trouvait dans la salle. Nous a abordé sur le fait de savoir qu'est-ce que la jeunesse a attiré du changement de la Constitution. La question était bien claire. Qu'est-ce que la jeunesse a attiré du changement de la Constitution? J'ai dit aussi qu'à travers cette question, qu'on comprenait que l'orientation était déjà indiquée. La jeunesse ne demandait pas, tout au moins cet échantillon qui s'est rapproché de nous pour débattre de cette question. Elle n'a pas dit qu'est-ce que nous avons attiré de la modification de la Constitution. Qu'est-ce que nous avons attiré de la révision de la Constitution. C'est pourquoi, dans le développement de notre exposé, nous avons dû axer l'orientation
sur le changement. Bien, le changement en question, qu'est-ce qu'il recouvre en réalité? Nous nous sommes mis donc à réfléchir sur ce que pouvait avoir la jeunesse en termes d'intérêt en matière de changement de la Constitution. Cela nous a amené à quoi? Je reprends relativement l'exposé. Cela nous a amené à quoi? À regarder qu'est-ce que c'est que la question du changement de la Constitution. Nous en sommes arrivés à dire que la Constitution, elle est en principe faite pour durer indéfiniment. Mais en même temps, elle n'est pas inscrite de façon rigide à ne jamais être modifiée. Ça nous a ramené dans l'histoire constitutionnelle de notre pays pour constater qu'il y a eu effectivement beaucoup de changements. Le fait qu'on ait connu beaucoup de changements dans l'histoire constitutionnelle de notre pays et qu'aujourd'hui se trouve mis sur la table la question du changement de la Constitution. La réflexion nous a mené à quoi? C'est à nous demander, est-ce que réellement, puisqu'on change tellement de Constitution, est-ce que réellement le problème de fond ne consiste pas à regarder ce que c'est que les fondements de notre République, ce que c'est que les valeurs qui inspirent ces constitutions? Nous avons évoqué ce que c'était que les valeurs bantoues. Dans les valeurs bantoues, qui, heureusement d'ailleurs, se couplent avec certaines valeurs universelles. Nous avons évoqué les valeurs de dialogue, nous avons évoqué les valeurs de partage, nous avons évoqué les valeurs de justice. Quand on a évoqué ces éléments qui sont une base pour pouvoir construire une république dans le sens où nous voulons, parce que nous avons décrié un certain nombre de choses. Nous avons décrié le chômage, nous avons décrié la malgouvernance, nous avons décrié le fait des changements réguliers des régimes. Est-ce que cela n'est-il pas à la cause de tout ce que nous décrions aujourd'hui? Lorsqu'une constitution est mise en place et qu'elle règle les institutions d'une certaine façon, de sorte que celles que nous avons aujourd'hui, par exemple, les ministres ne répondent que du président de la République qui les a nommés. Ils n'ont de compte à rendre à personne d'autre. Est-ce qu'une constitution qui met en place un système où le ministre soit appelé à rendre compte au peuple d'une certaine façon, ou qu'on organise un organe, une structure qui puisse se mettre à contrôler, que ce soit les ministres, que ce soit les parlementaires, que ce soit les magistrats? Est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre le système d'équité tel que nous le voulons? C'est pourquoi la réflexion nous a conduit à la proposition d'une nouvelle république. Dans cette nouvelle république, nous avons donné des orientations. Dans cette nouvelle république, nous avons indiqué ce qui pouvait être pris en compte dans le cadre de cette nouvelle république. Et ce qui peut être pris en compte, rassurez-vous, peut influer sur le chômage que nous déplorons aujourd'hui. Comment? Bien évidemment, en France, par exemple, pour que la question du chômage connaisse aujourd'hui un contrôle permanent, c'est parce que les membres du gouvernement sont assujettis à rendre compte au Parlement à titre permanent au point de risquer leur poste. Ça veut dire quoi? Des statistiques sont obligatoirement tenues et à temps. Et quand c'est cela, qu'est-ce qui arrive? Ben, les ministres sont tenus aux résultats. Une fois que ces résultats ne sont pas obtenus, évidemment la chose change. Ce ministre court pour son poste. Et c'est là où la révision de l'organisation institutionnelle influe sur la Constitution et
évidemment le fonctionnement de la société. Est-ce que les valeurs sur lesquelles nous nous inspirons doivent être inscrites dans la Constitution? Certainement pas. Mais ces valeurs sur lesquelles nous nous inspirons doivent inspirer l'organisation institutionnelle que va mettre en place la Constitution. De sorte que la quête perpétuelle du dialogue que nous demandons aujourd'hui, c'est des choses qui se voient. Mais est-ce qu'on ne peut pas institutionnaliser des organes d'échange permanents qui sont des cadres de dialogue? Est-ce qu'on ne peut pas créer des espaces où le gouvernement, le Parlement doivent se retrouver sur un certain nombre de questions et en référer de façon responsable? Quelqu'un nous a demandé pourquoi on ne va pas à l'université. Je serais bien content de répondre à une invitation à l'université pour en discuter. Mais c'est des espaces de dialogue, c'est des espaces d'échange. Ce genre de conférences-débats nous permet d'éclairer notre lanterne. Et je voudrais féliciter certaines observations qui ont été faites ici, qui sont en réalité des contributions, qui nous demandent donc d'approfondir encore la réflexion une fois engagée comme aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu englober les réponses, parce qu'évidemment, on nous dit que la salle est louée pour un temps donné et que ceux qui nous ont laissé la location doivent partir. Et c'est cela que j'ai voulu vous expliquer. Merci. Qui a dit beaucoup de choses. Nous sommes tenus par le temps. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants. Ça veut dire que le débat est nécessaire. Mais notre ambition à nous, c'est d'apporter une contribution. En tant qu'intellectuel, on ne peut pas ne pas intervenir sur des concepts. Aujourd'hui, dans notre pays, j'ai suivi, beaucoup l'ont dit, on parle de constitution, de changement, de ceci, de cela. Mais on n'y met pas de contenu. Il faut qu'il y ait un contenu. Parce que si on nous dit qu'on va changer la constitution, mais quelle constitution on va nous proposer? Moi, j'ai suivi un ministre d'État dire exactement, un ministre d'État, pas des moindres, parler de nouvelle république. Mais il n'a pas mis de contenu dans le concept nouvelle république. Ça veut dire quoi, nouvelle république? Il faut qu'on me dise ce qu'on va mettre dans la nouvelle république. Et même quand on parle de constitution, mais pour élaborer une constitution, il y a quelque chose qui se prépare en amont. C'est ce qu'on appelle un pacte. S'il n'y a pas un pacte républicain, s'il n'y a pas un cadre adéquat pour faire asseoir les Congolais afin de discuter, comment est-ce que vous allez parler de constitution? Donc, ce que nous disons ici, un nouveau pacte républicain pour une nouvelle république, c'est justement pour interpeller nos acteurs, les décideurs, parce que nous aussi, nous sommes des Congolais, nous avons une voix, pour leur faire comprendre que, oui, c'est bien de parler des choses, mais il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui puisse, disons, emmener l'ensemble des Congolais à s'approprier certains concepts. Parce que je vois dans la salle qu'il y a nombreux qui parlent de constitution qui ne connaissent même pas ce que c'est que la constitution. Mais si vous avez une constitution qui est mauvaise, c'est comme une maison qui n'a pas de soubassement. Si une maison n'a pas de soubassement, ça veut dire quoi? S'il y a la tempête, s'il y a le vent, mais la maison là va s'écrouler. Aujourd'hui, nous avons des ministères sectoriels qui gèrent autant d'argent qui ne rendent compte à personne. Mais c'est l'argent des Congolais. Mais comment est-ce qu'on peut avoir des mécanismes, une république là où les gens pourront se sentir responsabilisés s'il n'y a pas une démocratie de proximité? Si par exemple aujourd'hui un maire dit que oui, moi je suis nommé par décret aussi, donc je n'ai pas de compte à rendre à un Congolais. Mais nous le savons, nous l'entendons, nous le savons. Il y a des ministres qui font ce qu'ils veulent, ils sont nommés par décret. Ils rendent compte à qui? Alors moi je crois que les jeunes, c'est vrai que je ne suis pas tellement jeune, mais j'ai un cercle qu'on appelle les espérants. Moi je suis quelqu'un qui espère. Un jeune, c'est quelqu'un qui espère toujours, qui a son avenir devant lui. C'est pour cela que nous avons interpellé les jeunes pour dire, oui, ceux qui nous ont interpellés, que nous devons peser dans ce débat. Nous ne devons pas laisser ce débat entre les mains des politicards, comme a dit un de mes frères André. Donc nous avons notre voix, nous devons porter dans ce débat. Et ce débat est nécessaire. Il en va de notre devenir, ne vous voilez pas la face. Il en va de notre devenir. Donc nous devons plutôt nous mettre ensemble, réfléchir, pour que le Congo ne soit pas un Congo pauvre, alors que nous sommes riches. Nous ne sommes pas un Congo des idiots, alors que nous sommes intelligents. Le génie congolais, nous connaissons ce génie congolais. Donc nous devons nous mettre ensemble
Et nous ne devons pas laisser ce débat entre les mains des politiciens. S'ils nous parlent de constitution, alors qu'ils nous mettent un contenu. Si on dit qu'on va changer la constitution, mais qu'on nous dise quelle constitution va nous donner. C'est ce qu'a dit mon frère Franck. Il faut que cette constitution puisse concilier des valeurs. On a parlé de la tradition et de la modernité. Oui, on a parlé de la Chine. On a parlé de plein de pays. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue ce qu'elle est. C'est parce que la Chine a changé sa loi fondamentale. Oui, la Chine a eu à faire des réformes institutionnelles extraordinaires. Le statut de Shanghai. Est-ce que Shanghai a le même statut que les autres gouvernorats chinois? Non. Il y a des pouvoirs qui sont interdépendants ou dans notre pays, nous avons des pouvoirs superposés. Aucune institution ne rend compte à l'autre. Donc, je pense que ce débat est nécessaire. Ne vous voilez pas la face, c'est pour votre avenir. Surtout ceux qui parlent que demain, si vous faites des études, mais c'est pour que votre voix puisse porter. Mais si on ne vous donne pas l'occasion que votre voix puisse porter, le maire d'arrondissement, il dit je fais ce que je veux parce que j'ai été nommé par décret. Nous l'avons jamais entendu dans cette salle ou dans notre pays. Mais si demain, on fait que le maire soit quelqu'un qui soit élu, donc il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel un mandat impératif, alors la voix du Congolais portera. Ne nous trompons pas, le Congo nous appartient, mais c'est à nous. J'ai parlé tantôt du pacte républicain français. Rien qu'en 2012, il y a eu un débat sur le pacte républicain français et même le président Hollande a eu à faire une gamelle en disant que je suis contre le monde de la finance. Vous savez pourquoi est-ce que le président Hollande avait dit je suis contre le monde de la finance? Mais justement parce que les valeurs de la République française étaient bafouées. Où est l'égalité? Où est la fraternité? Où est la fraternité et l'égalité? Il n'y en avait plus ces valeurs. C'est ça, il a dit moi je suis contre le monde de la finance. Donc ce débat est nécessaire. Ne vous y trompez pas, qu'on ne vous trompe pas. La constitution actuelle, elle est mauvaise. Elle fait du Congo, écoutez, il faut le dire, on a donné assez de pouvoir, de concentration de pouvoir. C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on avait donné cette constitution? Mais demain, avec autant d'argent que nous avons, comment est-ce que nous allons faire pour réguler nos pouvoirs? Pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'eau pour tous, l'électricité pour tous. On investit autant d'argent, mais si la personne qui gère le secteur ne rend compte à personne. Donc je crois que ce débat est nécessaire. Voilà, je terminerai là-dessus pour dire que nous vous remercions beaucoup. Ces deux cercles, nous nous sommes réunis, nous sommes dit, bon, on nous a interpellés, on parle de constitution. Je vois que nous avons eu raison d'organiser des débats parce qu'il y a de nombreux qui ne savent même pas ce que c'est que la constitution. Vous savez, aux États-Unis, il y a un débat actuel. Le débat aux États-Unis, vous savez c'est quoi? C'est à propos de la loi sur les armes. La loi sur les armes. Ils sont en train de se battre pour changer la constitution américaine, pour l'amender profondément, afin parce qu'on tue des gens aux États-Unis. Il y a la liberté des armes. Donc dans notre pays aussi, oui, nous avons besoin, nous devons parler de nos institutions. Nous ne devons pas rester en marge de la société, de ce qui se fait dans notre pays. Voilà un peu les modestes contributions. Je sais qu'on a une dernière partie pour ne pas trop retenir les gens dans la salle, puisque le temps nous est compté. On a quelques actes que nous allons faire lire par des jeunes et après nous allons nous séparer. Merci. Ne pas s'arrêter à l'échange, aux exposés et à l'échange. Ils ont voulu aller plus loin, toucher les Congolais qui ne sont pas venus ici. Et donc, ils ont formulé des appels qu'ils vont solennellement lire ici, à l'endroit de ces Congolais qui ne sont pas avec nous. Nous allons donc passer à cette dernière partie assez solennelle, c'est là. Nous allons donc appeler à cette tribune. Nous allons appeler à cette tribune M. Foucault Delin. Bénéfice de la jeunesse. La République du Congo, notre cher et beau pays, connaît le bonheur de détenir une des principales richesses convoitées par les nations modernes. Une jeunesse flamboyante, nombreuse et hautement scolarisée. Plus de la moitié de la population congolaise est jeune. Ce sont autant de bras valides prêts à l'édification d'un Congo moderne et prospère. Le présent appel des jeunes hommes et des femmes réunis à l'occasion de la rencontre débat sur le nouveau pacte républicain pour une nouvelle république est destiné à tous
les Congolaises et à tous les Congolais qui aspirent à la gestion de la chose publique. Cet acte est l'expression de l'espérance légitime de la jeunesse congolaise, de voir devenir de leur pays être l'aboutissement de toutes les intentions et de tous les actes des personnalités publiques. Nous, jeunes du Congo, participons à la rencontre débat sur le nouveau pacte républicain pour une nouvelle république. Soucieux de nous assurer un avenir meilleur, conscients du fait que les conditions déterminantes pour la réalisation de cette espérance légitime demeurent la consolidation de la paix, l'enracinement du processus démocratique dans notre pays. Préoccupés par le souci de voir le Congo accéder à l'émergence, au développement harmonieux et intégral, gage du progrès social et de l'épanouissement de la jeunesse. Convaincus que seule la célébration du patriotisme, la recherche assidue de l'intérêt général et le dépassement des intérêts partisans pourront permettre à la population du Congo d'atteindre l'harmonie et l'unité nationale véritable. Lançons un appel solennel à tous les aînés de la République à créer le cadre adéquat pour un dialogue fécond et consensuel de l'objectif ultime de moderniser les institutions politiques et notre pays afin de nous assurer un avenir radieux. Fait à Brazzaville le 29 juin 2014, les participants. Appel à l'avènement de l'excellence, de l'équité et de la justice sociale comme fondement de la nouvelle République. Cette perspective qui ouvrira les portes de la nouvelle République à nos concitoyens ne sera vécue comme une véritable opportunité que si une rupture, une vraie rupture, s'accomplissait dans la gestion de la cité sur le triple plan de la morale, de l'éthique et de la gouvernance. Les Congolais pourraient ainsi donner une chance à leur pays dans la saine compétition entre les nations pour l'émancipation et le bien-être collectif des populations. Le présent appel est donc une interpellation de la communauté nationale à engager la réflexion sur la définition des fondements moraux qui devront constituer le ciment du nouveau pacte républicain. Nous participons à la rencontre débat sur un nouveau pacte républicain pour une nouvelle république, considérant que nos valeurs culturelles séculaires ont toujours fait du vivre ensemble et du partage les fondements de la société traditionnelle. Conscient de ce que l'inversion des valeurs notoirement observée dans notre pays a conduit à accréditer l'idée que la réussite et l'accomplissement individuel dépendent non de l'effort, mais de l'entre-genre. Entendu que l'émergence, gage du progrès social, ne peut être réalisée que par la promotion de l'excellence et de la méritocratie. Considérant que le talent d'Achille de l'ordonnancement politique dans notre pays demeure le manque d'efficience dans le partage du pouvoir politique, avec pour conséquence majeure que celui qui gagne, gagne tout, et que le perdant perde tout. Faisons le rêve que dans la nouvelle République, effort et travail constitueront les fondements de la réussite. Formulons le vœu ardent que le souci de la modernisation de nos institutions trouve son principal ressort dans la nécessité
de l'édification d'une nation plus fraternelle et plus solidaire. Fait à Brazzaville, le 29 juin 2014. Les participants. Les embellis dont nous jouissons aujourd'hui ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a seulement 17 ans, nombre d'entre les membres de la communauté internationale ne donnaient au Congo aucune chance de se relever. Nous venons donc de très loin. C'est cela qui nous vaut d'être quasiment considérés comme un cas d'école. Un Congolais s'est particulièrement distingué dans le processus de cette reconquête. C'est Denis Sassou Nguesso. Ce grand Congolais sait donc, mieux que quiconque, les sueurs et les larmes qui ont jalonné le chemin de la paix au Congo. Le présent appel à la responsabilité historique de Monsieur le Président de la République à garantir, contre vents et marées, la paix et la concorde est une supplique. C'est un cri de cœur des jeunes du Congo, regroupés dans le cercle de réflexion et d'action pour le développement de la jeunesse et dans le cercle des espérants, participons à la rencontre débat de Brazzaville sur un nouveau pacte républicain pour une nouvelle république. Nous, jeunes et citoyens du Congo, considérons le rôle historique joué par son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République dans l'avènement de la démocratie en République du Congo. Considérons les efforts inlassables de Monsieur le Président de la République dans la reconquête de la paix qui a permis la renaissance de notre pays après les affres des troubles sociopolitiques récents. Conscient des risques d'atteinte à la paix et à la concorde nationale consécutifs à un management inapproprié du débat actuel sur la Constitution. Conscient que le chef de l'État constitue la pierre angulaire dans l'édification de la nation congolaise, convaincu de la volonté inébranlable, maintes fois réaffirmée, de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, de conduire le Congo à la modernité et à l'émergence dans la concorde et l'unité nationale. Lançons un appel solennel à la responsabilité historique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'avènement sans heurte de la nouvelle République au Congo. En appelant au génie du chef de l'État pour que le débat actuel sur la modernisation de nos institutions soit le tremplin, non pour le déchirement du pays ou le triomphe des intérêts partisans, mais la propos pour l'enracinement de la démocratie au Congo dans la paix et la concorde. Fait à Brazzaville, le 29 juin 2014, les participants.